Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Près de 7 millions de Français sont considérés comme obèses. Parmi eux, 30 000 se font opérer chaque année pour tenter de perdre du poids. Un nombre d'opérations qui a doublé en l'espace de 5 ans. Alors quelles sont les chirurgies possibles et les nouvelles thérapeutiques? L'obésité est-elle le mal du siècle? Des questions auxquelles vont répondre nos invités du jour. Le professeur Anne Dutour, responsable du centre spécialisé en obésité PACA Ouest. Le professeur Rachel Reynaud du service de pédiatrie multidisciplinaire à la Timone Enfant. Le docteur Geoffroy Van Bierviette, gastro-entérologue spécialisé en endoscopie et chercheur. Et le docteur Bruno Berthet, chirurgien spécialisé dans l'obésité. Alors bonjour à vous quatre. Bonjour. À partir de quel poids est-on obèse, professeur Reynaud? La définition va dépendre si on s'adresse à un adulte ou à un enfant. Pour les adultes, on parlera de surpoids entre 25 et 30 kg par mètre carré. Donc on utilise une technique de calcul qui prend le poids, qui sera divisé par la taille en mètres et que l'on divisera 2 fois. On peut voir justement un petit schéma qui résume justement un graphique qui explique comment ça se calcule. Voilà, donc ce calcul et ce schéma est uniquement adapté aux adultes et donc on pourra parler d'obésité quand on se situera entre 30 et 35 et supérieur à 35 avec une obésité morbide. Par contre, cette définition est complètement mise à mal chez les enfants, puisque en fonction de l'âge, l'IMC ne sera pas du tout défini de la même façon. Et pour un enfant de 6 ans qui aurait une corpulence autour de 25 kg par mètre carré, on serait déjà dans une obésité sévère. Et pour ça, il est nécessaire de retourner aux courbes qui sont présentes dans les carnets de santé pour pouvoir bien situer la place de l'enfant par rapport à sa corpulence et son âge chronologique et regarder si l'évolution n'est pas en défaveur sur une mise en place d'un surpoids et d'une obésité, voire une obésité plus grave. Donc un calcul différent. Est-ce que l'obésité a beaucoup augmenté en Provence ces 10 dernières années? Oui, l'obésité a beaucoup augmenté. En fait, la Provence était traditionnellement protégée, mais l'augmentation a été la même en Provence qu'ailleurs, de l'ordre de 70%, avec 200% d'augmentation de l'obésité sévère. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que dans les quartiers défavorisés, l'obésité atteint 28% de la population. C'est-à-dire qu'il y a autant d'obèses sévères et d'obèses dans les quartiers défavorisés de Marseille que dans le nord de la France. Donc la précarité, source d'obésité? La précarité est une source très importante d'obésité. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une des sources les plus importantes aujourd'hui parce que les grandes actions du plan national nutrition santé semblent avoir touché uniquement les personnes favorisées et peut-être les fruits et légumes sont très chers. Les personnes défavorisées ont de la peine à suivre les conseils qui ont été donnés. Plus de malbouffe? Plus de malbouffe. Les grandes causes d'obésité actuellement, c'est la nourriture, mais c'est beaucoup la sédentarité. Non seulement les gens ne font plus de sport, mais ils restent des heures devant la télé. Dès qu'on reste plus de 3 heures par jour devant la télé, il y a un risque de devenir obèse. Le manque de sommeil, peut-être la pollution, de nombreux facteurs, et particulièrement chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Ce sont les mêmes causes, oui, chez l'enfant, l'obésité? On retrouve des facteurs similaires avec un effet de précarité particulièrement important. Des études ont été réalisées autour des années 2009 en France qui a montré que la prévalence de l'obésité en fonction du niveau socio-économique variait de 5% pour les niveaux socio-économiques élevés à 20 ou 25% pour les niveaux socio-économiques bas. Le temps présenté devant la télévision a aussi été évalué et si un enfant regarde plus de 6 à 8 heures de télévision par semaine, ce qui est assez rapidement atteint, c'est un facteur d'aggravation de l'évolution du poids. De même pour les marqueurs du sommeil, de très bonnes études américaines ont montré que moins un adolescent dormait, plus il était exposé à un risque d'obésité. Et on retrouve ces études de corrélation entre le nombre d'heures de sommeil de bonne qualité et la corpulence des enfants. Et quels sont les risques pour la santé, docteur Berthet? Les risques pour la santé de ces patients soumis à cette obésité chronique sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord, comme on l'a dit, la survenue d'un diabète ou trouble de la glycémie qui va progressivement amener même des complications de ce diabète. Il y a toutes les complications liées aux problèmes vasculaires. On retrouve des hypertensions, la survenue d'infarctus, d'autres complications et l'athérosclérose. On a également des complications d'ordre
je dirais, ostéo-articulaire, parce que plus les gens ont un surpoids, plus ils abîment leurs articulations. Avec des difficultés à marcher. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et on trouve également des complications d'ordre respiratoire, puisqu'on se développe une pathologie particulière qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil, avec des pauses respiratoires la nuit, qui, bien sûr, crée un cercle vicieux, puisque les gens sont fatigués dans la journée, et progressivement, comment dirais-je, les complications interfèrent les unes avec les autres. Et est-ce qu'on meurt de l'obésité, docteur Van Bierviet? Bien sûr, on meurt de l'obésité. On a un surrisque de mortalité qui est très clairement identifié dans la littérature scientifique médicale. Et si on ne corrige pas la courbe du poids par tous les moyens envisageables, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux, il y a un surrisque de décès pour les patients de manière évidente. Oui, c'est sûr. Alors avant de parler des traitements, des opérations possibles, je vous propose d'écouter 2 patientes qui nous parlent des conséquences de l'obésité au quotidien. Dès qu'on monte des escaliers, d'être essoufflé, c'est quand même, quand on dit obésité morbide, je pense que c'est un mot qui est dur, mais qui est à prendre en considération, hein, parce qu'on ne peut plus... moi je sais que j'aime bien faire du sport, j'ai du mal... Je souffrais du diabète. Et arrivé à un moment, ayant pris trop de poids, 130 kilos, ma vie est devenue infernale. Ça fait exactement 7 ans que je suis opérée. Vous êtes passé de 130 kilos à combien aujourd'hui? À 94 kilos à la date d'aujourd'hui. Je me sens bien dans mon corps de femme. Je peux m'habiller comme tout le monde. Et rien que ça, c'est... Alors, chez cette dernière patiente, Dr Berthet, un bypass a été créé. En quoi ça consiste? Alors, si vous pouvez passer la diapositive pour les explications, il y a 3 types d'interventions. Celle dont nous parlons, c'est le bypass, c'est celle qui est la troisième en bas. La troisième à droite. Vous voyez que l'estomac a été sectionné, il n'y a plus qu'une petite partie, et on a réalisé une dérivation, c'est-à-dire qu'on a pris un morceau d'intestin grêle que l'on a amené au niveau de l'estomac pour réaliser une malabsorption. Malabsorption, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout ce qui normalement était absorbé par l'estomac ne l'est plus, puisque le contenu alimentaire va directement passer plus bas au niveau de l'intestin et ne sera plus absorbé. Donc on crée à la fois une réduction du volume, c'est une chirurgie de réduction, et en même temps on crée une malabsorption, c'est-à-dire que les nutriments seront moins absorbés, et à la longue, si vous voulez, les patients ne vont plus avoir le réflexe qu'ils ont de manger d'énormes quantités et très régulièrement. Alors, autre opération qui est pratiquée souvent, c'est la sleeve gastrectomie. Cette fois, le principe est différent. Le principe reste sur celui d'une chirurgie de réduction, c'est-à-dire qu'on réduit exclusivement le volume de l'estomac. On ne crée pas de malabsorption, mais il faut savoir que toutes les interventions de chirurgie de l'obésité sont des chirurgies dites métaboliques, où l'on engendre des modifications pour que les patients aient un comportement complètement différent par rapport à l'alimentation. Et il y avait aussi une pose d'anneau gastrique qui est moins pratiquée aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre. C'est la troisième type que vous voyez sur le schéma, la première en haut à gauche. Et cette technique est moins utilisée à l'heure actuelle parce qu'elle donne moins de bons résultats à long terme. Alors il y a également un choix à faire entre ces opérations. Comment est-ce qu'on l'effectue? Professeur Dutour. Alors en fait, les patients rentrent dans un programme d'éducation thérapeutique, c'est ça qui est important. On ne décide pas en 2 minutes de se faire opérer, ils sont suivis pendant 6 mois, ils essayent de changer leur comportement alimentaire, ils commencent à être dans une démarche d'activité physique, et c'est lors d'une réunion pluridisciplinaire, tenant compte de l'opinion du patient, de l'opinion du psychiatre, de l'ensemble des complications du patient, du risque opératoire, du bénéfice-risque de l'intervention, que de manière collégiale, c'est décidé. Oui, c'est ça, professeur Dutour. Tout le monde ne peut pas se faire opérer? Alors, il y a des patients qui ne peuvent pas se faire opérer parce qu'on sait que ça va aboutir à quelque chose de négatif ou que le risque opératoire est trop grand. Mais surtout, il faut prendre le temps de se faire opérer. On se fait opérer 1 ou 2 fois dans sa vie, et donc il faut avoir le bon bilan, avoir le bon bilan, être prêt à la fois psychologiquement et médicalement à l'intervention. Professeur Reynaud, est-ce que chez l'enfant, on peut envisager une opération? Alors,
Pour l'instant, les recommandations ne sont pas claires. Les recommandations disent que l'intervention chirurgicale n'est pas recommandée ou autorisée. En même temps, on a des pratiques qui commencent à se mettre en place avec des évaluations qui ne sont pas encore à grande échelle, et on sera plus dans le cadre des centres de spécialisés d'obésité ou des centres de référence qui doivent discuter ou non de l'indication chirurgicale. Et comme le disait très bien le professeur Dutour, l'intervention c'est 1 ou 2 fois dans la vie. Donc quand on s'adresse aux enfants, il faut tenir compte de ce nombre d'interventions chirurgicales. La prise en charge familiale est fondamentale. Il y a souvent des problématiques sociales très avancées sur des obésités majeures qui peuvent commencer tôt. Et donc on a quand même toute une partie de prise en charge médicale et sociale à mettre en place avant de proposer une chirurgie qui serait à ce moment-là qu'un pis-aller par rapport à l'ensemble des difficultés familiales. Alors, de nouvelles pistes chirurgicales sont à l'étude. C'est le cas au Centre d'évaluation et de recherche clinique de la Faculté de médecine de l'Hôpital Nord, où des tests sont réalisés sur le cochon. Pourquoi cet animal, docteur Van Bierviet? Alors on utilise le cochon tout simplement parce que c'est un animal qui est très proche de l'homme concernant son anatomie, notamment digestive, concernant les structures, le tube digestif, bien évidemment, le foie, le pancréas, mais aussi très proche de l'homme en termes métaboliques. On observe les mêmes variations concernant les taux d'insuline, toutes les hormones peptidiques du tube digestif chez le cochon, très très proche de chez l'homme. Et donc c'est un modèle expérimental parfait pour nous qui sommes chercheurs à l'hôpital et à la faculté. Donc on effectue aussi, vous voyez sur les images qui passent actuellement, des interventions par voie purement endoscopique. On essaie en fait de réduire le nombre d'accès au péritoine en passant à travers l'estomac et en utilisant des endoscopes qu'on utilise tous les jours pour faire des gastroscopies ou des coloscopies. Et on essaye de mimer le shunt que mon collègue chirurgien vous a tout à l'heure présenté par voie transgastrique en utilisant uniquement l'accès oral, ce qui réduirait bien sûr la morbidité et le risque de complications. On peut justement regarder peut-être quelques images d'une opération que vous avez réalisée pour essayer de les commenter. Donc il faut quand même savoir que c'est purement expérimental et vous voyez qu'on peut accéder à travers l'estomac à l'intérieur du péritoine de l'animal, et puis avec des instruments qu'on utilise de manière courante en endoscopie digestive tous les jours dans tous les hôpitaux de France, on peut mettre en place des anastomoses, faire des anastomoses, c'est-à-dire relier l'intestin grêle à l'estomac et donc court-circuiter l'intestin grêle et entraîner cette malabsorption qu'on recherche chez le patient qui est en surpoids, en obésité morbide. Voilà, donc là on est en train d'effectuer cette anastomose grâce à une petite prothèse métallique qui est recouverte d'une membrane. Il faut savoir que tout ceci reste quand même très très difficile à effectuer, il faut avoir l'habitude, hein. Nous on fait ça régulièrement dans cette unité d'expérimentation à la faculté et ça reste encore à l'état de recherche bien évidemment, on n'est pas encore à l'état d'intervention chez l'homme. Et pour arriver à quoi à terme, donc à transposer cette opération chez l'homme? À terme, l'idéal, c'est notre objectif avec nos collègues chirurgiens, c'est d'avoir le minimum d'accès, diminuer le nombre de cicatrices, diminuer le risque de fistules au niveau des anastomoses. Ce sont les fistules qui entraînent le plus de complications en post-opératoire, qui sont les plus catastrophiques à gérer, les plus difficiles à gérer. La chirurgie, ce n'est pas une route facile et aisée jusqu'à la guérison, jusqu'à la perte de poids. Il peut y avoir malheureusement aussi des complications, il faut bien que les gens le comprennent. Et donc diminuer le nombre d'accès, diminuer toutes ces interventions, le temps de ces interventions aussi, améliorer le retour à la maison, ça permet d'avoir des suites plus faciles pour tout le monde et bien sûr pour le malade de perdre du poids plus vite et dans de meilleures conditions. Une technique qui pourrait être adaptée dans combien de temps? Alors là, je pense qu'il faut être très très précautionneux. On en est au stade vraiment expérimental animal. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut aussi le valider par des études bien réglementées et de manière prospective et suivie en France et de manière internationale. Je pense qu'il faut compter au minimum 5 à 10 ans avant de passer à l'homme au minimum. Aujourd'hui, professeur Dutour, on peut perdre combien de kilos en se faisant opérer? Alors ça dépend bien sûr du poids de départ et l'important c'est pas le nombre de kilos qu'on perd, le but c'est pas de perdre des kilos, c'est d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer les complications de l'obésité. Il ne faut pas se fixer sur les kilos, il faut savoir que... Bien les perdre. De ne pas les perdre trop vite parce qu'il y a un grand risque de dénutrition. Il faut être bien surveillé après l'intervention, il y a une surveillance à vie. Il faut prendre des vitamines pour ne pas être dénutri. Énormément de vitamines quand on a le bypass, mais également dans les autres interventions parce que lorsqu'on perd du poids rapidement, on manque de vitamines. Donc c'est un événement dans la prise en charge d'une maladie
maladie. Mais après cette intervention, il faut continuer à être surveillé régulièrement, surtout avant une grossesse. Docteur Berthet, c'est ça, il n'y a pas de solution miracle? Non, il n'y a pas de solution miracle. Je voudrais aller dans le sens de Geoffroy en lui disant que la chirurgie que j'ai pratiquée pour l'obésité était une chirurgie lourde avec des ouvertures. Depuis, on travaille en cœlioscopie, donc on a beaucoup avancé. Et je crois que le travail en commun avec nos amis gastro-entérologues, endoscopistes, je crois, va permettre de faire des progrès. D'ailleurs, à l'assistance publique, nous allons tous nous réunir à l'hôpital de la Conception, aussi bien médecins que chirurgiens, pour faire progresser tous ces traitements contre l'obésité qui, je pense, dans les 10-15 ans à venir, seront nécessairement une réponse aux problèmes de santé publique qu'on rencontre. La question que vous m'avez posée, c'était de savoir... C'était de savoir, oui... C'est ça. Est-ce qu'il y a une solution miracle finalement? On dit que non, hein, puisqu'une opération, c'est quand même un long cheminement oui, avant, tout à fait. après. Je crois que c'est multifactoriel et c'est une prise de responsabilité du patient et le rôle de l'équipe soignante de justement éduquer ce patient, que l'intervention aura de bons résultats si elle a lieu, avec une prise en charge en amont et comme l'a dit le professeur Dutour, également une poursuite de cette prise en charge car c'est très important. Il y a beaucoup de patients qui malheureusement sont opérés puis abandonnés et qu'on voit revenir parce qu'ils ont repris du poids, parce qu'il n'y a pas eu la prise en charge qu'il devait y avoir après tout ce parcours, si je puis dire, toute cette prise en charge qui doit amener un bon résultat à distance. Alors, il existe de nombreuses idées reçues au sujet de l'alimentation. Je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital Nord. Avoir une alimentation ni trop sucrée ni trop grasse passe par une bonne lecture des étiquettes. Idée reçue numéro 1, le chocolat noir est moins calorique. Vous allez regarder les calories pour 100 grammes. Alors, calories pour 100 grammes, celui-là c'est 518. C'est ça. Celui-là 535 et celui-là 537. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Mais que le noir est... bon, déjà, il est moins calorique que le au lait. Enfin, 2 calories sur une tablette entière, c'est rien. C'est ça, mais que le crunch est moins calorique. Et voilà. Que le noir. Ah ben ça, alors. Donc ça, pareil, des idées reçues. On pense souvent que le noir, il est moins calorique. Ben non. Le stress me fait grignoter et le grignotage me fait prendre du poids. Autre idée reçue, s'empêcher de manger quand on a faim fait perdre du poids. Si vous faites un régime très sévère, très restrictif, vous perdez du poids. Oui. Simplement, votre corps va défendre et va signaler ce régime comme étant un peu une famine, si vous voulez. S'il y a famine, eh bien, il va falloir stocker pour la prochaine famine. Et vous faites ce qu'on appelle le yo-yo, c'est-à-dire à chaque fois, on perd, on reprend. Mais faut-il éliminer certains aliments dans un régime? Pas d'interdit, parce que tout amène des calories. Il faut se faire plaisir quand même. Après, avoir cette balance en tête. On revient toujours à la balance énergétique. Un dosage entre l'apport en calories et l'activité physique à pratiquer au quotidien pour ces patients. Professeur Dutour, après l'opération, il faut donc continuer à faire attention et calculer justement ce qu'on mange en lien avec l'activité physique qu'on pratique. Après l'intervention, en fait, l'idéal, c'est quand on arrive à développer de l'activité physique, parce que lorsqu'on on a un poids très important, c'est très difficile de bouger. Certains patients n'arrivent même plus à sortir de leur maison. Après l'intervention, s'ils arrivent à reprendre une activité physique, à marcher, éventuellement même à faire du sport, à ce moment-là, on sait que c'est le meilleur pronostic pour éviter la reprise de poids. Le suivi, bien sûr, est très important parce qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que souvent les patients n'ont plus faim et il faut qu'ils se forcent à un certain moment à manger pour ne pas continuer à maigrir. Professeur Reynaud, c'est souvent une problématique familiale? Alors, oui, il y a une problématique familiale et la prise en charge d'adultes obèses va avoir des bénéfices pour la prise en charge des enfants si on arrive... Alors, inculquer une éducation diététique qui sera aussi bénéfique pour les enfants. On enlève le soda à table, on ne mange pas de biscuits industriels, mais on réintroduit du pain, du chocolat et des temps de goûter. Et la problématique du petit déjeuner est extrêmement importante. Il faut que la famille se pose le matin pour prendre un petit déjeuner, et si les parents se remettent à prendre un petit déjeuner, ils vont aider aussi les enfants à le faire, et donc à les protéger sur une obésité ou à aider à la prise en charge du poids. Donc l'hygiène de vie familiale. L'hygiène de vie familiale est vraiment bénéfique, et donc quand il y a une prise en charge des adultes, on a aussi des conséquences chez les enfants. Et après l'opération, est-ce que le patient finalement se voit toujours obèse? J'imagine qu'il y a un cheminement psychologique aussi qui se réalise.
Oui, comme je vous l'ai dit, l'amaigrissement est progressif. On l'évalue à 1 mois, 6 mois, 1 an, avec une perte de poids qui se fait de façon progressive. Pour le chirurgien, ce qui est intéressant, c'est de voir que des comorbidités, ce qu'on appelle l'hypertension, le diabète, progressivement s'arrangent. Mais vous avez raison de dire qu'il est nécessaire d'avoir une activité sportive, de nouvelles règles hygiéno-diététiques. On demande aux patients d'avoir une alimentation fractionnée, ça c'est une bonne idée, plutôt que justement de sauter des repas comme ils avaient le temps, comme ils le faisaient avant. Donc fractionné, ça veut dire combien de repas par jour? C'est-à-dire qu'on leur demande de prendre un petit déjeuner le matin, une collation à 10h, un repas à midi, une collation à 16h et enfin un dernier repas le soir. Pour éviter un gros repas gargantuesque en fin de journée. Pour que les bonnes habitudes alimentaires perdurent dans le temps. Cette prise en charge sur le plan psychologique est très importante aussi parce que progressivement l'amaigrissement va entraîner des répercussions sur le plan cutanéo-graisseux et ces patients pourront avoir droit à une chirurgie dite réparatrice qui complétera un petit peu leur cheminement justement dans cette perte de poids. Il est important de bien les renseigner et de leur proposer au temps opportun cette chirurgie réparatrice. Docteur Van Bierveyck, nous ne sommes pas tous égaux face à l'obésité? Il y a des facteurs génétiques, mais c'est polyfactoriel, comme tout le monde l'a dit ici autour de la table, mais effectivement, il y a des facteurs génétiques qui potentiellement peuvent impliquer une prise de poids plus ou moins importante chez chacun d'entre nous, mais quand même, le régime alimentaire et puis des facteurs sociétaux aussi sont quand même au centre de la problématique. Mais effectivement, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à cet élément-là de la santé. Oui, c'est ça, un gène de poids donc, qui a été découvert et qui peut expliquer certaines choses. Effectivement, mais on ne peut pas tout expliquer par la génétique de manière évidente. Il faut bien que les gens comprennent ça chez eux à la maison devant leur télévision. Il peut y avoir une application. Il y a une application génétique, mais elle n'explique pas tout. Ce n'est pas que le gène qui est responsable. Les comportements aussi sont souvent à la base de tout. Mais qui pourrait peut-être ouvrir la voie à un médicament dans quelques années? Oui, alors on est toujours dans les projections. La thérapie génique est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose dont on rêve tous. J'espère qu'on pourra le voir nous tous ici assis avant de partir. Il faut quand même que les gens comprennent bien que ça ne sera pas avant plusieurs années, voire dizaines d'années. C'est un vrai combat qui est mené par ces patients contre l'obésité? C'est un vrai combat parce qu'on a l'impression que maintenant, garder un poids normal, c'est une lutte contre une sorte de pression environnementale. Il y a des patients pour qui se promener est un problème parce qu'ils vivent dans un quartier où il n'y a pas de passage clouté, où il y a de l'insécurité. Aller trouver un endroit pour faire du sport est un problème parce qu'à cause de leur poids, on ne les accepte pas dans des salles de sport ou dans des lieux où ils pourraient se détendre. Donc à un certain moment, c'est vraiment un grand combat, un combat aussi contre ces complications de l'obésité. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se font opérer uniquement pour traiter certaines complications, pas tellement pour le problème de poids, mais parce que leur diabète est difficile à équilibrer. Le traitement de l'obésité traite bien le diabète, guérit certains diabètes et améliore énormément l'équilibre d'autres patients. Docteur Berthet, c'est aussi votre sentiment, un réel combat mené? Oui, j'ai souvent en consultation devant moi des patients qui disent qu'ils ont tout le temps faim ou alors qu'ils ne sentent pas la satiété. Enfin, ils mangent jusqu'à, pas en devenir malade, mais ils ne ressentent plus ce besoin de s'arrêter. Et je crois que effectivement, comme on l'a dit, il y a des troubles comportementaux, mais souvent, après ce type d'intervention, on est assez satisfait, outre le fait que certaines pathologies ont été améliorées, voire guéries, de voir des patients qui disent avant, j'avais tout le temps faim, et là, maintenant, je ressens que je peux m'arrêter. Voilà. Ça, c'est une satisfaction pour le chirurgien que je suis. Professeur Reynaud, certains experts parlent de véritable épidémie, notamment du fait que de plus en plus d'enfants sont touchés. Alors, avec le plan national nutrition santé, l'incidence de l'obésité s'est globalement stabilisée au cours des dernières années. Par contre, l'impression qu'on a, c'est qu'on a des formes de plus en plus graves et on est appelé à prendre en charge des enfants qui ont des syndromes d'apnée ou d'hypoventilation liés à l'obésité, même dès la maternelle. Et l'année dernière, dans le service, on a dû mettre en place des ventilations pour des enfants qui n'étaient pas encore en CP avec des obésités et des poids supérieurs à 50 kg avant 6 ans. Donc, on est confronté
à des obésités probablement beaucoup plus sévères sur des enfants en situation un peu particulière et une stabilisation probablement du surpoids. Est-ce que ces cas peuvent s'expliquer ? Alors, les obésités les plus sévères sont souvent associées à un contexte social particulier. Il faut accompagner ces familles. Je pense qu'il faut maintenir la vigilance auprès des médecins traitants sur la courbe de l'IMC et réagir dès qu'il y a une accélération dans cette fameuse courbe dont je vous parlais tout à l'heure pour normaliser les courbes alimentaires et pas arriver sur des extrémités comme ça. Garder une vigilance vis-à-vis des obésités qui ne sont pas liées au contexte mais qui sont des obésités génétiques, pour revenir tout à l'heure par rapport aux propos sur le fond génétique de l'obésité. Et tout enfant qui est obèse entre l'âge de 2 et 3 ans doit nécessairement avoir un avis spécialisé parce que ce n'est pas lié à l'environnement dans ces cas-là, mais on doit s'attacher à retrouver des facteurs génétiques prédisposants qui va accompagner cet enfant, d'autant plus que ça peut être associé à des troubles d'acquisition et des thérapeutiques très spécifiques. Docteur Van Bierveit, c'est aussi votre sentiment, une véritable épidémie ? Une épidémie, oui, mais le fait est qu'on en a pris conscience et que d'ailleurs on est tous réunis ici autour de cette table. La prise en charge est pluridisciplinaire et c'est un constat qu'on peut faire. Maintenant, il faut aussi que les gens rentrent dans ces réunions de concertation lorsqu'ils sont touchés et qu'on puisse travailler tous ensemble. On a des solutions qui fonctionnent, donc il faut les mettre en place. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé, des magazines que vous pouvez retrouver sur notre site internet lcm.fr.